Bonjour à tous et à toutes, ici Marwan et bienvenue sur la suite de la quête sur les moteurs de jeu. Alors troisième vidéo et avant-dernière vidéo sur cette suite de vidéos sur les matrices. N'hésitez pas à aller voir les deux premières parties pour en connaître un peu plus sur ce qu'est une matrice et pour son utilisation dans les moteurs de jeu. Alors dans la dernière partie on avait vu comment passer de l'espace monde à l'espace NDC en multipliant trois matrices entre elles par la matrice modèle. On avait vu notamment que la matrice de vue était composée de deux sous-matrices faisant partie de ces trois matrices, une matrice inverse de rotation et une matrice inverse de translation. Alors comme vous pouvez le voir, ici on utilise des opérations inverses qui sera le sujet de la vidéo. Mais prenons un exemple pour connaître l'utilité réelle de cette opération inverse dans les matrices. Alors ici on va se baser sur des matrices 2D soit homogènes ou non, donc coordonnées classiques ou coordonnées homogènes. Donc soit c'est des matrices 2x2, soit des matrices 3x3 pour les coordonnées homogènes. Donc c'est parti pour l'explication de l'utilité réelle de l'inverse des matrices. Alors ici on va prendre un vecteur V et un vecteur de translation T minuscule. Et ici on va vouloir multiplier la matrice T par le vecteur V. Alors ici on a des valeurs assez simples, entre 0 et 10, pour pouvoir simplifier les opérations. Alors donc on va commencer par multiplier le vecteur V par la matrice T pour obtenir le vecteur V'. Donc on utilise l'opération de multiplication qu'on avait vu dans la toute première vidéo sur les matrices. Donc voilà, on a notre vecteur V'. Et ensuite on souhaite faire l'inverse, c'est-à-dire multiplier, c'est-à-dire partir du vecteur V' pour arriver au vecteur V. Et bien ici on va utiliser donc toujours le même, on va utiliser une alternative de notre vecteur de translation, et ce vecteur de translation cette fois-ci sera multiplié par -1. Donc quand on va multiplier maintenant notre vecteur V' par cette toute nouvelle matrice, la matrice T2, on va obtenir un nouveau vecteur, donc qui sera le vecteur V''. Et comme vous pouvez le voir ici, on voit bien que le vecteur V'' est égal à V. Et bien tout simplement parce que la matrice T2 ici est en fait l'inverse de la matrice T. On peut écrire la matrice T2 comme étant donc l'inverse de la matrice T de la manière suivante. On va mettre un petit -1 juste au-dessus de la matrice. L'inverse d'une matrice peut être définie uniquement pour les matrices carrées et seulement si elle possède certaines conditions que l'on va voir dans la vidéo. Alors les matrices, toutes les matrices de transformation qu'on a vues dans la deuxième partie sur les matrices peuvent posséder une matrice inverse. Et parmi ces transformations, on a la translation et la rotation et la matrice identité qui ont toutes des opérations inverses. Alors voici à quoi elles ressemblent. Donc on a déjà vu la translation. Pour la matrice identité, eh bien tout simplement l'inverse de la matrice identité, c'est la matrice identité. Et pour l'inverse de la matrice de rotation, eh bien c'est donc la rotation cette fois-ci non pas non pas du coup de l'angle, mais de l'angle multiplié par -1. Ici on a une petite propriété, c'est que l'inverse de la rotation est égal à la transposée de la rotation. Donc des fois l'inverse et la transpose de la matrice sont égaux. Mais c'est parce que ici on a une matrice asymétrique permettant de pouvoir avoir cette propriété où la matrice inverse est égale à la matrice de transposée. Pour ce qui est de la matrice de mise à l'échelle, eh bien on a une petite condition pour pouvoir avoir l'inverse de la matrice, c'est que le vecteur d'échelle ne soit pas égal à 0. Alors ici je vous ai montré l'inverse des transformations qu'on a vues dans la dernière partie, mais pour passer de l'un à l'autre, ici ça a été assez simple, mais pour des matrices
plus générique, eh bien c'est plus compliqué. Alors déjà, commençons par donc, savoir quelle matrice peut avoir une matrice inverse et quelle matrice ne peut pas avoir une matrice inverse. Donc, pour savoir cela, on va d'abord comprendre la définition algébrique de ce qu'est une matrice, et pour cela on va utiliser la matrice identité. Alors la matrice identité, comme je l'ai mentionné précédemment dans d'autres vidéos, et dans cette vidéo, c'est une matrice composée uniquement de 1 sur la diagonale et de 0 sur les éléments non diagonales. Chaque matrice de dimension n possède une matrice identité et peut être généralisée de la manière suivante. Donc pour chaque dimension de matrice. La particularité de la matrice identité est que peu importe la matrice avec qui elle est multipliée, eh bien on obtiendra toujours la matrice qui est multipliée par la matrice identité. Et cela dans n'importe quel sens. Si par exemple on multiplie la matrice A par la matrice identité, on obtiendra A. Et si on multiplie la matrice I par la matrice B, eh bien on obtiendra B. Par analogie, multiplier une matrice par la matrice identité revient à multiplier cette matrice par le scalaire 1. Donc maintenant qu'on a vu la définition de ce qu'était une matrice identité, on peut voir le lien qu'elle a avec la matrice inverse. Alors, pour faire simple, la matrice identité peut être écrit comme étant le produit de la matrice M par la matrice inverse de M. Ou alors comme étant la matrice inverse de M multipliée par la matrice de M. Donc les deux doivent fonctionner. Avec ces deux égalités, on peut en déduire que seulement les matrices carrées peuvent avoir une matrice inverse. Et bien comment on peut en déduire cela ? Et bien tout simplement c'est parce que si on prend une matrice A et une matrice B quelconque, les produits AB et BA ne peuvent être des produits valides seulement si le nombre de lignes de la matrice A est égal au nombre de colonnes de la matrice B et le nombre de colonnes de la matrice A est égal au nombre de lignes de la matrice B. La matrice A doit être une matrice Mn et la matrice B doit être une matrice Nm. En sachant cela, la seule manière pour qu'il y ait une possibilité que la matrice AB soit égale au produit de la matrice BA, il faut que la matrice AB ait les mêmes dimensions que la matrice AB. Si A et B ne sont pas carrés, on aurait des dimensions de matrice différentes entre AB et BA. Les dimensions pour la matrice AB seraient de MM et les dimensions de la matrice BA seraient de NN. Or, pour que les dimensions de AB soient égales à BA, il faut obligatoirement que M soit égal à N. Donc ici j'ai mis un petit exemple pour illustrer cela. Si on multiplie ici la matrice A par la matrice B, donc la matrice A c'est une matrice 2 fois 3, et la matrice B est une matrice 3 fois 2, et bien ici, si on multiplie la matrice A par la matrice B, donc la matrice AB, on aurait une matrice 2 fois 2, et si on multiplie la matrice B par la matrice A, on aurait une matrice 3 fois 3. On voit bien ici que ces deux matrices ne sont pas égaux. Alors, petite précision, ce n'est pas parce que les matrices AB et la matrice BA sont des matrices carrées que ces deux matrices sont forcément égaux. Il faut d'autres propriétés pour que ces deux matrices soient égaux. Alors pour qu'on puisse inverser une matrice, il ne faut pas uniquement qu'elle soit carrée. Il faut une seconde condition pour que l'opération soit possible. Donc la deuxième condition pour qu'une matrice puisse être inversée, il faut que son déterminant soit égal à 0. Alors le déterminant d'une matrice est une propriété que seules les matrices carrées ont,
c'est un scalaire qui peut être vu comme une sorte de magnitude, comme les vecteurs en ont un. On peut l'écrire soit avec le mot-clé det et entre parenthèses m, donc le nom de la matrice, soit avec deux barres sur les côtés, comme on pourrait le faire avec les vecteurs. De manière géométrique, on peut voir le déterminant comme étant l'aire ou le volume d'un parallélogramme ou d'un parallélépipède formé par deux ou trois vecteurs respectivement. L'aire d'un parallélogramme donc sera le déterminant d'une matrice 2x2 formée par les vecteurs V et W de la manière suivante. Donc soit en ligne pour la première matrice, soit en colonne pour la seconde matrice. En fonction, encore une fois, on peut définir une matrice, soit une matrice ligne, soit une matrice colonne. Et le volume d'un parallélépipède sera le déterminant d'une matrice 3x3 formée par les vecteurs U, V et W de la manière suivante. Pour les dimensions supérieures, on peut également parler de parallélotope formé par n vecteurs en fonction de la dimension. Alors maintenant, comment déterminer le déterminant de la matrice? Donc il existe plusieurs moyens de pouvoir le faire en utilisant différentes méthodes qui sont plus performantes que d'autres, ou alors plus simples que d'autres, en fonction de la configuration des matrices et de la dimension de la matrice. Alors ici on va voir donc les formules les plus utilisées dans les moteurs de jeu, qui est donc la formule de Leibniz et la méthode d'expansion par mineur, ou aussi appelée expansion de cofacteurs ou expansion de Laplace. Alors commençons par la première méthode, donc la méthode de Leibniz. On en aura besoin pour la méthode d'expansion par mineur. Alors commençons par expliquer de manière générale en quoi ça consiste. Donc ici, ça va prendre plusieurs étapes. Donc dans tous les cas, je vais les expliquer, mais je ferai un petit encadré pour pouvoir avoir les étapes dans l'ordre de manière concise. Donc ici, donc la formule de Leibniz est une formule applicable à n'importe quelle matrice carrée de dimension n, donc permettant de pouvoir calculer le déterminant d'une matrice. En quoi elle consiste? Eh bien, elle consiste à additionner les n factoriels produits ensemble. Par exemple, pour une matrice 2, on aura deux produits, donc 2 factoriels, donc det de m sera égal à a plus ou moins b, donc on va définir le signe plus tard, mais sachez qu'ici ce sera plus ou moins b, donc on aura deux termes, donc a et b, et pour une matrice de dimension 3, on aura 6 produits, 3 factoriels, donc 3 fois 2 fois 1, qui sera égal à donc 6, donc 6 produits, et déterminant de m sera égal à a plus ou moins b, plus ou moins c, plus ou moins d, plus ou moins e et plus ou moins f. Donc comme vous allez pouvoir le voir, chaque terme sera un produit. Alors pour connaître les produits, voyons comment on va procéder. Donc il faudra prendre le produit de toutes les permutations d'index ou de colonnes. On peut soit le faire par ligne, soit le faire par colonne. Si on fonctionne par ligne, les index de colonnes de chaque produit sera toujours de 0 à n-1. De la manière suivante. Donc, pour une matrice 2 x 2, le déterminant de m sera égal à m. Donc, 3 petits points, on va voir comment trouver cet index plus tard. Donc 0, puis multiplié par m 3 petits points, virgule 1, plus ou moins m 3 petits points 0 fois m 3 petits points 1. Donc ici, à chaque fois on a deux composantes de notre produit, car ici la dimension est de 2.
Et pour des matrices de dimension 3, et bien ici on aura à chaque fois, donc on a nos 6 termes, et pour chaque terme de ces, chaque de ces 6 termes, ici on aura des produits de 3 facteurs, car tout simplement on est en dimension 3. Et on procédera exactement comme on a fait ici. Donc à chaque fois, l'index sera 0, 1 ou 2, soit sur la ligne, soit sur la colonne. Donc soit on fonctionne par index, soit on fonctionne par colonne pour la méthode ici. Alors, donc, pour l'index des lignes, donc si on fonctionne par colonne, ou pour l'index des colonnes si on fonctionne par ligne, donc c'est-à-dire on va remplacer les 3 petits points qu'on avait mis ici. Donc pour l'index des lignes si on fonctionne par colonne, et pour l'index des colonnes si on fonctionne par ligne, il vous suffit de prendre toutes les permutations possibles de n de la manière suivante. Permutation possible pour une matrice en 2 dimensions, donc c'est 0, 1 ou 1, 0. Et permutation possible pour une matrice en 3 dimensions, donc ça sera 0, 1, 2, 0, 2, 1, 2, 0, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 0 et 1, 0, 2. Vous voyez que ça devient assez compliqué à intervertir. Ici on a 6 facteurs pour des matrices de dimension 3, mais pour des matrices de dimension 4 par exemple on aurait 24 termes, car tout simplement 4 factoriel c'est égal à 4 fois 3 fois 2 fois 1 qui est égal à 24. Mais voilà, continuons la méthode pour pouvoir déterminer le déterminant avec la méthode de Leibniz. Alors, une fois qu'on a déterminé donc, tous les termes, et bien maintenant il faut déterminer le signe. Ici c'est aussi un peu délicat pour connaître le signe. Pour ce faire, on va devoir connaître le nombre de permutations possibles minimales pour revenir à la configuration initiale 0 jusqu'à n. Alors, si le nombre de permutations est pair, c'est que c'est positif, et si le nombre de permutations est impair, c'est que c'est négatif. Alors voyons l'exemple de la matrice 2 x 2 pour déterminer le signe. Donc, pour le premier terme, le terme ayant les permutations 0, 1, et bien ici il n'y a pas de permutation, car on est déjà dans notre configuration initiale. Ici 0 est bien inférieur à 1. Donc ici comme il n'y a pas de permutation, donc c'est qu'il y a 0 permutation, c'est que c'est pair. Et pour la seconde permutation, la permutation 1, 0, ici il y a une permutation, car 1 est bien supérieur à 0. Donc comme il y a une permutation, c'est que c'est négatif. Et bien ici on peut du coup obtenir le déterminant final suivant pour la matrice 2 x 2, soit par ligne, donc ça sera M00 multiplié par M11 moins M10 multiplié par M01. Et par colonne, on peut également le faire, donc ça sera M00 multiplié par M11 moins M01 multiplié par M10. Vous voyez que pour passer d'une ligne à colonne, il faut juste intervertir l'index des lignes et l'index des colonnes, comme on avait vu dans de précédentes vidéos. Alors pour la matrice 3x3, donc ici ça sera un peu plus long pour déterminer le signe. On va fonctionner toujours pareil, voir si c'est pair ou impair. Mais voilà, il y aura plus, comme il y a plus de termes, c'est un peu plus compliqué. Mais il y a une méthode assez simple pour voir le signe. C'est toujours de commencer de gauche à droite. Donc ici par exemple, pour donc, voilà, la première permutation 0, 1, 2, on est déjà dans une configuration initiale. On voit bien que le 0 est inférieur à 1, le 0 est inférieur à 2, et que 1 est bien inférieur à 2. Ici, pour pouvoir connaître le signe, on voit bien que tous nos termes sont inférieurs au terme suivant. Donc comme il n'y a pas de permutation, on est positif. Pour la seconde permutation, donc 0, 2, 1, il y a une permutation, car tout simplement 0 est inférieur à 1, là pas de problème. 0
est inférieur à 2, pas de problème, mais que 2 est bien supérieur à 1. Il faut toujours que le terme précédent soit inférieur au terme suivant. À tous les termes suivants. Donc ici, on voit bien que on a un terme qui n'est pas bon. Donc ici, on a une permutation. Et donc du coup, ça sera négatif. On peut procéder comme ça jusqu'à nos 6 permutations. Et voir toutes les permutations ici. Donc, si on va prendre un autre exemple, la permutation 2, 1, 0, donc on sera négatif car tout simplement notre 2 est supérieur à 1, donc une permutation. Le 2 est supérieur à 0 également, deuxième permutation, et 1 est également supérieur à 0. Donc tous les termes sont supérieurs au terme suivant. Donc ici on a 3 permutations, 3 c'est impair, donc c'est négatif. Donc au final, voilà, on aura notre déterminant final également pour la matrice 3, en fonction si on est en ligne ou en colonne. Alors pour la matrice 3, on a aussi une petite règle assez simple pour pouvoir retrouver cette formule. Donc la formule de Leibniz appliquée à une matrice 3x3 peut également être retrouvée avec la règle de Sarus, qui est une méthode visuelle permettant de retrouver cette formule. Ici, il vous suffit d'ajouter les deux colonnes à la fin et de trouver les produits de la manière suivante. Donc ici on aurait A1, A2, A22, A33 plus A12 multiplié par A23 multiplié par A31 plus A13 multiplié par A21 multiplié par A32. Là on a les positives, et pour avoir les négatifs on aura moins A12 multiplié par A21 multiplié par A33 moins A11 multiplié par A23 multiplié par A32 moins A13 multiplié par A22 multiplié par A31. Ici elle est assez simple à voir de manière visuelle pour trouver cette formule. On peut également avoir une notation mathématique de la formule de Leibniz. Donc ici, pour représenter le déterminant de la matrice M, on va le faire de la manière suivante. Donc ici, sigma va représenter une permutation de l'ensemble Sn. Donc l'ensemble Sn, c'est l'ensemble des permutations de n éléments. Donc vous savez 0, 1, 2, 2, 1, 0, 0, 2, 1, etc. etc. Le signe de sigma, du coup ça représente le signe de la permutation. Et M de K sigma de K est l'élément de la matrice M situé à la ligne K de la colonne sigma de K. Donc cette formule va tout simplement vous montrer le cas générique pour pouvoir retrouver la formule de manière assez compacte. Dans tous les cas, c'est pas la méthode qu'on va utiliser par la suite, car comme vous le voyez, elle est quand même assez complexe à comprendre et surtout à utiliser pour des matrices de dimension grande. Donc si on a des dimensions 4, 5, 6, etc., ça peut vite être compliqué. Même si, encore une fois, les matrices de dimension 5, 6, 7, etc. Ne sont pas utilisées dans les moteurs de jeu. Enfin, en tout cas, pas à ma connaissance. Et si elles sont utilisées, c'est que dans des cas très particuliers. Dans les moteurs de jeu, on utilise des matrices 2, 3 et 4. Donc les matrices 2 et 3 seront utilisées pour la 2D. Et les matrices 3 et 4 seront utilisées pour la 3D. Alors maintenant qu'on a vu la formule de Leibniz, on va voir l'expansion par mineur, donc qui est aussi appelée expansion de Laplace ou encore expansion de cofacteurs. Donc il a plusieurs noms. Cette méthode va être beaucoup plus simple
facile à appréhender que la méthode de Leibniz. Elle va également être beaucoup plus visuelle pour pouvoir avoir l'explication des formules. Alors, déjà, commençons par définir ce qu'est une mineure. Donc, une mineure MIJ, d'un grand M IJ, d'un élément petit m IJ, d'une matrice M de dimension n fois n, correspond au déterminant de la sous-matrice n-1 n-1. Après le retrait de la ligne I et de la colonne J. Donc le mineur va obtenir le mineur d'un élément va obtenir une matrice de dimension inférieure dans lequel la mineure se place. Je m'explique, si par exemple on prend une matrice 3 x 3 et qu'on choisit comme élément de départ l'élément 0, 0, et bien le mineur de cet élément 0, 0 sera le déterminant de la sous-matrice de la matrice dans laquelle il appartient. Donc la matrice dans laquelle il appartient, c'est la matrice 3 x 3. Donc ici, on aura une matrice, on aura trouvé le déterminant d'une matrice 2 x 2. Et ici, pour trouver le déterminant d'une matrice 2 x 2, on va utiliser la formule de Leibniz classique, qui est la multiplication de la première diagonale ensemble en soustrayant la seconde diagonale ensemble. Ici, c'est le seul cas de l'utilisation de la formule de Leibniz est tout simplement cette multiplication, donc trouver le déterminant d'une matrice 2 x 2, mais pour les dimensions supérieures, on n'aura pas besoin de calculer le déterminant d'une matrice 3 x 3 en utilisant les formules de Leibniz. On peut appliquer ce principe de manière récursive. Si on a une matrice 4 x 4 et qu'on prend l'élément 0, 0, on va enlever la première ligne et la première colonne et on aura une matrice 3 x 3. Et on continue ce principe en sélectionnant l'élément 0, 0 de cette matrice 3 x 3 et en obtenant le déterminant de la sous-matrice, le déterminant 2 x 2. Alors, une fois qu'on a déterminé le déterminant de la matrice 2 x 2, il faut pouvoir trouver le déterminant de la matrice supérieure. Donc là, ici, c'est pour ça qu'on va venir ajouter une nouvelle notion qui est la notion de cofacteur. Donc le cofacteur, c'est IJ d'un élément MIJ. C'est tout simplement multiplier le mineur de cet élément par 1 ou moins 1. Alors pour savoir si on doit multiplier par moins 1 ou 1, on peut faire de la manière suivante. Donc grand C de IJ sera égal à moins 1 entre parenthèses à la puissance I plus J multiplié par la mineure IJ. Un autre moyen visuel de déterminer le signe du cofacteur, c'est tout simplement d'avoir les signes dans un damier disposé dans la matrice n fois n, où on alterne entre positif et négatif. La dernière chose pour pouvoir trouver donc le déterminant d'une matrice est le développement par les cofacteurs. Donc une fois qu'on a les cofacteurs et les mineurs de l'élément, on peut le faire soit le long de la ligne, soit on peut faire le long de la ligne, soit le long de la colonne. On appelle ça développement par les cofacteurs le long de la ligne et développement par les cofacteurs le long de la colonne. Alors le long de la ligne, ça se traduit par pour tout i appartenant à n et pour k allant de 0 à n, le déterminant de la matrice M correspond à la somme des produits de l'élément ik par le cofacteur CIK. Le cofacteur CIK, on va utiliser la formule qu'on a vue précédemment. Et pour le mineur IK, on va également utiliser la formule qu'on a vue précédemment. Donc c'est le déterminant de la sous-matrice. Alors, donc voici la notation mathématique pour l'expansion par mineur. Donc elle est aussi un peu, on va dire, barbare, comme pour la formule de Leibniz, mais comme je vous l'ai dit, cette méthode est beaucoup plus visuelle et vous n'avez pas besoin de voir directement cette formule
pour pouvoir déterminer la formule complète. Ici, on va prendre deux exemples. Donc l'exemple d'une matrice 2x2, et à chaque fois, on va le faire le long de la ligne. Donc le déterminant de M sera égal à M00 multiplié par le cofacteur 00 plus M01 multiplié par le cofacteur C01. Et pour la matrice 3x3 le long de la ligne, on fait exactement pareil. Ça sera M00 multiplié par le cofacteur 00 plus M01 multiplié par C01 plus M02 multiplié par C02. N'oubliez pas que les cofacteurs ici, à chaque fois, ont une formule utilisant la mineure, et n'oubliez pas que la mineure, c'est le déterminant de la sous-matrice. Donc à chaque fois qu'on voudra déterminer le déterminant d'une sous-matrice, eh bien on va également utiliser cette formule, jusqu'à trouver le déterminant d'une matrice 2x2. Donc dans une matrice 3x3, ici, faudra donc trouver le déterminant d'une matrice 2x2 et trouver les cofacteurs ici. Pour une matrice 4x4, il faudra également faire pareil et à chaque fois trouver le déterminant de la sous-matrice. Si le déterminant d'une matrice carrée est nul, eh bien on dit que cette matrice est singulière. Alors de manière géométrique, cela peut correspondre comme étant la transformation linéaire qui comprime ou projette l'espace sans le préserver. Une matrice de mise à l'échelle par exemple, où les facteurs d'échelle, où l'un des facteurs d'échelle est égal à 0, peut être défini comme étant une transformation linéaire qui projette l'espace sans le préserver. Maintenant qu'on a vu les deux conditions pour qu'une matrice soit inversible, c'est-à-dire qu'il faut que cette matrice soit carrée et il faut que le déterminant ne soit pas égal à 0, on peut voir maintenant comment inverser une matrice, car tout simplement c'était vraiment le sujet de la vidéo. Mais ici, ça tombe bien, on va faire appel au déterminant qu'on a calculé précédemment pour pouvoir calculer l'inverse de la matrice. Alors on va d'abord voir comment inverser une matrice de dimension 2 et on verra ensuite les dimensions supérieures. Alors voici la formule permettant de pouvoir calculer l'inverse d'une matrice de dimension 2. Donc ici, l'inverse d'une matrice de dimension 2, ce sera 1 divisé par le déterminant M multiplié par la matrice suivante. Donc si on a une matrice M ayant les dispositions suivantes, M00, M01, M10 et M11, ici il faudra tout simplement inverser, donc pour avoir l'inverse, inverser l'élément M00 et l'élément M11 et mettre un signe moins à l'élément M01 et à l'élément M10. N'oubliez pas ici que le déterminant de M doit bien être différent de 0. Ici le déterminant de M est assez simple à calculer, car tout simplement on multiplie les diagonales et on multiplie la première diagonale ensemble et on soustrait la seconde diagonale ensemble. Donc M00 multiplié par M11 moins M01 multiplié par M10. Cette formule peut être démontrée en utilisant la vidéo qu'on a vue en début de vidéo impliquant l'inverse qui stipule que le produit d'une matrice M par son inverse M-1 est égal à la matrice identité. Alors on va pas expliquer en détail les calculs, mais vous voyez bien que ce produit à la fin nous donne bien la matrice identité. Pour ce qui est des matrices de dimension supérieure, donc les matrices 3x3, 4x4, etc., etc., eh bien ça va être un peu plus compliqué que pour la matrice 2x2. Trouver une matrice inverse de dimension supérieure ici qui respecte la formule qui est étant que la matrice multipliée par la matrice inverse est égale à la matrice identité, eh bien c'est un peu délicat à trouver directement. Ici,
on va utiliser la méthode de l'adjointe, qui va également utiliser le concept de mineur et de cofacteur, qu'on a vu précédemment pour pouvoir calculer le déterminant. Mais ici, on va utiliser une nouvelle notion qui est la notion de comatrice et de matrice complémentaire. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est pas bien plus compliqué que la notion de cofacteur et de mineur. Donc, une comatrice, c'est tout simplement la matrice contenant tous les cofacteurs de la matrice M. Donc, on va prendre chaque élément de la matrice et on va calculer le cofacteur. Eh bien, ce sera tout simplement une des éléments de la comatrice. Pour n'importe quelle matrice de dimension n, eh bien, on peut appliquer on peut avoir une comatrice. Et quant à la matrice complémentaire, eh bien, c'est tout simplement la transposée de la comatrice. En sachant cela, en ayant la matrice complémentaire et la comatrice, on peut établir une nouvelle formule, donc la méthode de l'adjointe, qui est une formule générale du calcul de l'inverse. Elle marche pour toutes les dimensions, qui est la formule suivante. Donc l'inverse de la matrice sera égal à 1, toujours à 1, divisé par le déterminant de M. Donc ça ne change pas par rapport à la méthode qu'on a vue juste avant, multiplié par la matrice complémentaire de M. Et voilà, nous avons conclu cette troisième vidéo sur cette suite de vidéos sur les matrices. Nous avons exploré différentes méthodes pour pouvoir calculer l'inverse de la matrice, notamment pour des matrices 2, 3 et 4. Ici, on n'a pas vu vraiment d'exemple pour la matrice 4, car tout simplement on l'utilise pour la 3D. Notre moteur est actuellement en 2D, mais voilà, on aura l'occasion de voir des exemples de cas plus tard pour la 3D en utilisant des matrices 4x4. Notez qu'il existe d'autres méthodes plus performantes que les méthodes qu'on a vues ici, mais elles sont rarement utilisées dans les moteurs de jeu, sauf dans des cas très spécifiques. Dans la prochaine vidéo, on verra donc l'implémentation des matrices dans notre moteur de jeu, et on l'utilisera pour pouvoir passer de l'espace local à l'espace NDC, notamment en utilisant les matrices de transformation. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine, c'était Marwan pour de nouvelles quêtes d'un programmeur.